j'ai préparé quelque chose et pour essayer de mettre en contexte, là, je vais vous faire une petite introduction à certains concepts qu'on voit normalement à l'université dans des cours de gestion, dans des cours de stratégie, dans des cours d'économie. Et après ça, on va regarder quel est l'impact ou comment ça a été utilisé ou modulé dans le domaine concurrentiel de la mémoire, là, surtout de la mémoire NAND flash avec une étude de cas. Donc, attachez-vous, il n'y a pas d'examen. Je vais essayer d'y aller soft parce que c'est des nouveaux concepts, mais je pense que vous allez trouver ça très intéressant, toute cette évaluation-là et comment ça a évolué, là. Donc, je vais juste aller chercher ma présentation qui est ici et on y va. C'est parti. Donc, au niveau des modèles de concurrence, on est habitué là, à voir certains modèles, que ce soit les monopoles, euh, par exemple Hydro-Québec en est un bon exemple dans le domaine de l'électricité, la SAQ au niveau de la vente des spiritueux. Donc, dans le cas de un vendeur qui a un acheteur, on va appeler ça un monopole bilatéral parce qu'il y a juste deux personnes, deux entités qui sont capables d'échanger un billet ou un service. Et à l'autre extrême, bien, beaucoup d'acheteurs avec un vendeur, le cas d'Hydro-Québec ou de la SAQ, bien, on est vraiment dans un contexte de monopole où on a un seul vendeur avec énormément d'acheteurs. Entre les deux, bien, on a tout le temps un modèle comme un peu mitoyen, là, qui est le monopole contrarié. Je ne veux pas qu'on s'enfarge dans les fleurs du tapis, mais il faut juste savoir que Il y a d'un quelque point de chose vue, entre les deux. ouais, d'un point de vue économique, là, il y a des particularités, mais je ne veux pas rentrer à ce niveau-là. Dans le cas d'un quelques vendeurs et un acheteur, donc on appelle ça un monopsone contrarié. Hmm. Et à l'extrême de ça, bien, quand on a quelques vendeurs et beaucoup d'acheteurs, bien, on est dans un contexte de ligopole. Les oligopoles, on les connaît, là, exemple dans le domaine du pétrole. On est vraiment dans un mode oligopole. Même chose au niveau bancaire, je vous dirais, là, c'est vraiment un oligopole, là. C'est-à-dire qu'on a quelques que vendeurs et beaucoup d'acheteurs. Là, on va voir les acheteurs comme des clients ici, là. Donc, oui, on a de l'offre, oui, on a de la concurrence, mais ça reste que c'est des gros joueurs compte tenu du type de marché que l'on a. Et entre les deux, bien, on a un oligopole bilatéral où on a quelques vendeurs et quelques acheteurs. Là où on a le concept qui est pas nouveau, mais qui est peu présenté dans les médias ou même dans les situations de la vie de tous les jours, c'est quand on a beaucoup de vendeurs, mais on a un seul acheteur. Et dans ce cas-là, on a ce qu'on appelle un monopsone. Donc, on a un acheteur qui, lui, a le choix ou à la limite va décider d'être en position de dire, ben moi, j'achète tout ce que les vendeurs offrent et ça m'appartient dans un contexte de concurrence où, oui, j'ai le droit d'acheter de l'ensemble de ces vendeurs-là. À l'inverse, quand on a beaucoup, beaucoup de vendeurs et on a beaucoup d'acheteurs, on se retrouve en concurrence pure et parfaite. Donc ça, c'est Le l'idéal. meilleur des mondes. Ouais, c'est le meilleur des mondes où on a un ensemble d'entreprises. Tu sais, on va le voir, par exemple, dans les agences de marketing. Il y a des tonnes d'agences, des petites, des moyennes, des grosses. Euh, donc, on est vraiment en concurrence pure et parfaite. Puis, ceux qui veulent acheter, ben, ont l'embarras du choix, puis peuvent faire le choix qui leur convient le mieux au prix, Mhm. dans les délais prévus. Et entre les deux, on a ce qu'on appelle un oligopsone. Fait que, encore là, c'est le moyen, la version un peu hybride là, entre les deux d'une concurrence pure et parfaite et à l'inverse, d'avoir un seul acheteur et beaucoup de Mhm. vendeurs qui est un monopsone. Donc, gardez ça à l'esprit. On va parler éventuellement de monopsone, ou qui est un contexte concurrentiel qui est vraiment particulier, qui n'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours ou qu'on lit de façon régulière parce que c'est vraiment Oh, je te vois particulier. venir, là, je te vois venir. Tu me vois venir? OK. Oui, ouais, là, je viens de voir la ligne, là. Le deuxième concept qui est vraiment intéressant, c'est le modèle des forces de Porter. Michael Porter est un professeur d'université à Harvard. C'est le professeur qui a rédigé le plus d'articles, qui a été cité le plus dans la littérature et dans les revues, dans les articles de journaux. C'est vraiment une sommité dans le domaine des affaires au
point de vue mondial, là, je dirais. Et Michael Porter, déjà en 1979, il a développé ce qu'on appelle le modèle des forces de Porter. Puis à l'origine, ben, il y avait ce modèle-là que vous voyez où ce qu'il dit, c'est que quand une entreprise évolue dans un marché, cette entreprise-là, bon, elle doit au départ tenir compte des concurrents. Donc, c'est la première chose qu'elle doit faire, c'est qui sont mes concurrents, qu'est-ce que mes concurrents vendent ou offrent comme Qu'est-ce qu'il y a à service. offrir, exact. C'est ça. Et comment je me comporte par rapport à ces concurrents-là. Euh, et un nouveau concurrent peut avoir un effet sur la dynamique du marché, positivement ou négativement, selon les cas. Le deuxième élément, ben, c'est les nouveaux entrants. Donc, on a des concurrents, mais il peut y avoir des nouveaux concurrents. Puis à ce moment-là, ben, ça va avoir une force. Et il faut en tenir compte dans la stratégie parce que ça peut avoir une influence sur nos décisions d'investissement, sur l'introduction de nouveaux produits ou services ou comment on va investir à l'interne pour peut-être augmenter notre productivité. Donc, c'est vraiment un élément très important à tenir compte dans l'évaluation, je dirais quasiment annuelle de l'ensemble de notre écosystème concurrentiel. Troisième élément, c'est les clients. Évidemment, les clients vont avoir un effet sur l'entreprise, sur les produits qu'elle développe, sur les services qu'elle offre, sur comment on est structuré, sur notre service à la clientèle. Tu sais, on peut le voir de différents angles, mais en gros, les clients ont évidemment un impact sur les décisions qui Ils seront ont un prises. besoin qui peut être changeant. Qui peut évoluer. Là. Fait que c'est pas parce Exact. qu'on a une situation X que ça va rester dans le temps. On l'a vu avec un paquet d'entreprises où la donne a changé. Par exemple, juste le télétravail il peut avoir changé parce que nos clients disent ben moi, maintenant, je m'attends à ça, à distance. Et là, on doit s'ajuster en fonction de ce contexte-là. Par la suite, on a nos fournisseurs. Nos fournisseurs, ben, ce sont eux qui nous apportent la matière première, qui nous apportent les éléments qui sont requis pour être capable de produire. Et ces fournisseurs-là, ben, dépendant s'ils sont capables de nous fournir, on le voit présentement en pénurie de Ouais, c'est quand composants même un gros électroniques. problème. Ouais. Ça cause des maux de tête pas à peu près. Tu sais, quand on sait que des fabricants de voitures sont obligés de dire regardez, le 12 000 au gallon qui sont prévus dans nos voitures, oubliez ça, là, vous allez être à 18 000 au gallon parce que, à La l'inverse, là, puce, on ne l'a pas. on ne l'a pas la puce. Puis oubliez ça, on ne l'aura pas avant 2 ou 3 ans. Tu sais. Donc, c'est vraiment, ça peut vraiment être critique dans certains domaines en termes d'approvisionnement. On a les produits de substitution qu'il faut aussi tenir compte. Donc, ces produits-là, ben, ce sont des produits ou des services qui peuvent substituer ce que l'on fabrique ou ce que l'on offre comme service. Et ça peut avoir ça peut avoir un impact sur notre entreprise ou sur notre marché parce que le produit, il vient peut-être d'un autre marché, mais il faut en tenir compte dans notre stratégie parce que ça peut avoir un impact direct. Et finalement, on a le complément. Le produit complément que je vais revenir, qui a été nouveau, qui s'est ajouté. Juste avant ça, on a les autorités de réglementation qui ont une influence. Donc, une nouvelle loi sur la Qui vient changer pollution. totalement comme l'USB-C pour Apple. Ben oui, une loi reliée à des technologies ou à la pollution ou au droit du travail. Ça peut avoir un effet carrément sur la production de nos produits, nos services ou même les coûts liés à ça. Le complément s'est ajouté plus tard dans les années 90, parce qu'à l'origine, c'était vraiment les 5 premiers qui étaient les 5 forces. Et le complément, en gros, c'est que c'est un produit ou un service qui est nécessaire à la production, mais qui n'est pas directement relié à la production. Par exemple, le logiciel SAP pour gérer notre entreprise. Ce n'est pas nécessairement un fournisseur direct pour une C'est pas une entreprise. matière première, mais elle est obligatoire. Elle est obligatoire ou elle a un effet sur la Mhm. productivité ou comment on va donner notre service. Donc, le complément est surtout relié à beaucoup de produits informatiques, que ce soit des produits logiciels, que ce soit des technologies de communication, que ce soit des technologies pour les conférences à distance. Donc, on peut voir que ça rentre dans l'écosystème d'opération de l'entreprise, mais ce n'est pas nécessairement lié directement à la fabrication du produit ou du service que l'on veut offrir. Donc, Porter avait
mis ce modèle-là en place. Il a agi pendant longtemps comme consultant auprès de très grandes entreprises en utilisant ce modèle-là pour aider les dirigeants à faire des constats, à faire des plans, à faire des diagnostics, d'être capable de faire de la prévision par rapport à ces différentes forces-là de façon à être le plus à jour possible dans leur marché et aussi de permettre aux entreprises de croître ou à tout le moins de garder leur position concurrentielle à l'intérieur de leur secteur économique. Donc, ceci étant dit, on va aller avec l'étude de cas d'Apple qui, dans les années 2000, début 2000, bon, si on se remet un peu en contexte, Apple a réussi à passer au travers d'une crise majeure. Là. Il était à 90 jours de la faillite en 1997, je crois, ou 96. Et c'est vraiment l'iPod qui a sauvé Apple à partir des années là, fin 90, début 2000. À force d'accumuler l'argent, de payer leurs dettes et d'avoir des ventes faramineuses d'iPod dans ces années-là, Apple a commencé à investir en achetant des compagnies. La première compagnie qui était vraiment une compagnie qui va changer éventuellement le cours, où Apple ira dans son développement, c'est la compagnie PA Semi. Puis PA Semi, c'est une compagnie qui travaillait beaucoup dans le domaine militaire avec des puces à très faible utilisation d'énergie. En fait, PA Semi, ce sont eux qui ont créé les fameuses puces Apple Silicon, là, que ce soit les A1, A16 qu'on a vus dans les iPhones, les iPads. C'est eux autres qui ont designé l'architecture de ça? Oui, bien, Apple est parti de leur recherche et de leur fabrication pour après ça améliorer ces puces-là et carrément les mettre dans leurs appareils. Donc, c'est PA Semi qui est en fait l'entreprise qu'ils ont achetée qui design, parce que ce n'est pas eux autres qui fabriquent. Apple ne fabrique pas, ils donnent en sous-contractant la fabrication, mais c'est eux qui gèrent le design et l'intégration de la puce dans leur circuit de leurs différents produits. Donc, PA Semi, bon, à l'origine des puces M1, M2, parce que ça a découlé de ça. Et aussi toutes les puces, là, il y a les puces H qu'on va retrouver dans certains appareils, les S, les T, les U. Donc, il y en a plusieurs. Là. On n'a qu'à penser aux écouteurs Beats. Ben, il y a une puce W1 à W3 là, qui est dedans, juste pour contrôler certains effets sonores ou l'annulation de bruit ou pour amplifier peut-être certains sons. Donc, il y a beaucoup de technologie à l'intérieur de ces appareils-là qu'on ne voit pas, mais qui est essentielle au fonctionnement. C'est une façon aussi qui achète les brevets. En achetant la compagnie, ils achètent les brevets qui viennent avec. Ben oui, évidemment, évidemment. Donc, ça a été la première grosse acquisition qu'ils ont fait. La deuxième, sans être une acquisition à ce moment-là, c'est tout le concept de NAND flash. Donc, les fameuses mémoires flash que l'on parlait précédemment, c'est un des composants critiques. Et ce que Apple s'est rendu compte, c'est que dès les années 2010-2011, ils se sont dit, OK, on sait que le marché va virer vers le flash. Les disques durs vont éventuellement disparaître. Les produits que l'on offre, bon, si on se reporte en 2010-2011, on a encore l'iPod, on a l'iPhone, l'iPad est sorti. Apple a probablement dans les plans une montre sur laquelle il travaille. On a les Apple TV qui ont besoin de stockage. Donc, Apple a quand même une masse critique de produits qui a besoin de stockage. Ils ont besoin d'avoir accès à ce genre de composants-là pour être capable d'opérer. Et ils savent qu'après un certain cycle de 1 an, 2 ans, 3 ans, ils doivent augmenter la capacité de ces appareils-là. Tu sais, on le voit avec les iPhones, là. D'année en année, là, les cycles, tranquillement, on voit d'augmenter de 128 à 256 gigas, et ainsi de suite. Donc Apple prévoyait déjà ça dans ces années-là. Sa stratégie, c'était de dire, OK, on va devoir en utiliser énormément, mais pour être capable de suivre le plan que l'on a, parce que ce n'est pas des plans sur 1 an ou 2 ans qui font souvent, ça va être des plans sur 10 ans, 15 ans, en se disant, c'est quoi nos projections en fonction des nouveaux produits aussi. Ils ne pouvaient pas être de simples acteurs dans l'histoire. Non, c'est ça.
Euh, et donc, il faut être capable d'avoir la capacité de production ou à tout le moins la capacité de s'approvisionner. Donc, il faut que nos fournisseurs soient capables de nous fournir ce qu'on va avoir besoin en termes de mémoire. Euh, Puis, ils réalisaient à ce moment-là, dès les années 2010-2011, que la capacité de production mondiale est inférieure à ce qu'eux anticipaient avoir besoin dans un horizon de 5 à 7 ans. OK? Donc, ils se sont dit, si on veut être capable de mettre en marché ces produits-là, d'en vendre autant qu'on veut en vendre ou qu'on peut en Faut pas vendre, faut pas qu'on se retrouve freiné par nos besoins ben versus ce non, qu'on est capable de. ben non, c'est ça. Et on sait que dès 2011, là, Apple a des milliards et des milliards en liquidité. À ce moment-là, ils n'ont aucune dette. L'argent n'est pas un problème, là. Ils ont l'argent, donc on fait quoi? Donc, ce qu'ils ont fait, toujours dans le contexte où on se rappelle là, qu'il y a des forces qui peuvent influencer une entreprise, ils ont fait une acquisition qui est Anobit. Et Anobit, essentiellement, c'est une compagnie d'Israël qui fait le contrôle de la mémoire sur le NAND flash. Donc, c'est un contrôleur qu'eux ont développé. Puis ils se disent, ben OK, on va récupérer les 150 ingénieurs qu'il y a dans cette compagnie-là et on va devenir finalement les spécialistes dans le NAND flash parce qu'on va être capable d'optimiser comment la mémoire elle est gérée sur ces Wow. pièces de silicone-là. Et ça va nous permettre de faire la transition du disque dur vers le SSD. Puis si on se souvient, dans ces années-là, il y a eu à un moment donné, Apple avait sorti une technologie, ça n'a pas duré bien longtemps, là, mais tu avais moitié NAND, flash, moitié disque dur. C'était comme hybride comme approche. Là. Fait que déjà, ils commençaient à prévoir une transition, puis ils se disaient, ben, en attendant, on va y aller hybride. Il y a une partie qu'on va mettre sur la mémoire flash, une partie qu'on va mettre sur le disque dur, puis ça va nous permettre de pouvoir passer à travers ces choses-là. Mais il reste qu'ils ont un enjeu. Ils ont pas les fournisseurs capables de leur fournir la capacité de matériel requise pour ce qu'ils anticipent vendre. Donc, ce qu'ils ont eu comme idée, c'est on va carrément financer la construction d'usines chez nos fournisseurs. Donc, Là, je t'arrête, Patrice, là, mais ça me fait penser un peu le concept de, tu achètes un restaurant avec une franchise. C'est un peu ça. Là. On part un concept, on va t'aider à développer ton usine, puis tu vas être propriétaire de cette usine-là, mais tu vas nous fournir, puis ainsi de suite. c'est exactement ça. Mais Wow. là où ça va plus loin, c'est que au-delà d'être une franchise, c'est pas facile de développer une franchise de ce type-là. On s'entend? Parce que Non, non, on s'entend. c'est des grosses capacités de production. Donc, et puis il y a de la technologie dans ça. Donc, ce que Apple décide de faire avec leur capital, c'est OK, on va financer la construction des usines de fabrication. Puis, on va prendre des ententes d'achat avec ces compagnies-là sur la capacité de production future. Donc, on va être finalement le seul acheteur de ces capacités de production-là sur un horizon, disons, de 10 ans, de façon à, pas avoir un prix qui fluctue énormément en fonction des demandes du marché, puis en freinant carrément les concurrents à être capables de s'approvisionner parce qu'il n'y a plus personne qui est capable de produire. Puis la production des nouvelles usines est dédiée à Apple. Donc, ces compagnies-là ne peuvent plus s'approvisionner. Donc, en partie, ça peut expliquer pourquoi on n'a pas vu autant de NAND flash dans les ordinateurs ou les appareils de d'autres Et ça a compagnies. été freiné pendant un certain nombre d'années à cause de ça. Là. C'est sûr, là, parce que je pense que c'est Toshiba qui avait une grosse entreprise grosse usine de fabrication de NAND flash, je pense que c'était au Japon. Il y avait IBM qui en avait. Il y avait quand même certains joueurs, mais c'était pas. Il n'y en avait pas énormément, puis ça demandait des investissements importants, puis c'est pas évident que tous les fabricants avaient de l'intérêt à dire Hey, j'ai investi beaucoup de milliards dans des Mhm. usines de ce type-là en pensant qu'un jour, je vais peut-être en avoir besoin. On l'a vu avec on l'a vu avec la production en temps réel, ce que ça a fait durant la pandémie. Là. Les entreprises sont fait prendre, il n'y avait plus de chips pour Ouais, leur parce qu'on est fabrication. en just in time sur tout. Là, C'est en plein ça. Fait que t'en as beaucoup qui étaient encore en mode just in time, puis là, ils se sont fait prendre dans ce marché-là de technologie. Donc, Apple devient à ce moment-là le seul acheteur. On est vraiment en monopsone lié à ça.
c'est le plus gros acheteur, c'est lui qui dicte carrément le prix. Et ça a un Il effet, contrôle évidemment. ses intrants, là, Ben oui, c'est ça. Euh, 100%. ben oui, il contrôle carrément la production, puis il contrôle le prix jusqu'à un certain point. Le fabricant, lui, s'assure d'avoir du financement pour être capable de grossir avec ses usines, puis il a une capacité de production qui est garantie en termes de vente, donc il n'a pas à se préoccuper. Il est sûr qu'il va pouvoir livrer sa production, puis il n'a pas à se casser la tête avec ça. Donc, Hmm. c'est un exemple parfait d'un marché monopsone qu'on n'a pas vu énormément dans les dernières années, mais cet exemple-là nous a montré que jusqu'à un certain point, il peut y avoir des effets négatifs d'avoir un gros acheteur, un seul acheteur dans ce genre de marché-là. Ceci étant dit, dans le cas d'Apple, pour eux, c'était probablement un avantage stratégique important pour être capable de continuer à croître puis de faire évoluer leurs produits dans le créneau qui est plus premium avec ce Mhm. genre de Ouais, technologie-là. Là. mais tu me racontes ça, mais ça explique un peu l'état de la crise actuelle parce que tu me corrigeras, mais puis là, le nom, ça se peut que je me trompe, mais je pense que c'est TSMC qui est Oui, un autre gros fournisseur de puces au niveau mondial. Probablement que ce TSMC-là est arrivé sur le marché par le fait de ça, justement, par oui, le fait que on est concentré sur un seul, tu sais, ton histoire. Fait que là, TSMC s'est positionné en se disant, ben moi, je vais donner le fournisseur de tout le reste. c'est ça. Et ça a été un avantage pour pas mal toute la planète jusqu'à ce qu'on ferme les marchés et qu'on se rend compte qu'on dépend de cette usine-là unique qui est à un seul endroit, puis que les États-Unis s'ouvrent les yeux pendant la crise en se disant OK, c'est un avantage stratégique, un avantage de sécurité nationale. Faut qu'on réagisse. Et là, depuis peu, là, je pense que tu as lu comme moi qu'il y a des projets de développer des usines aux États-Unis pour être capable d'être complètement autonome à ce point-là, parce que justement, ça a été trop longtemps dans le même marché. Mais dans le cas d'Apple, je sais qu'il avait rapatrié aux États-Unis la production des Mac Pro il y a plusieurs années. Euh, Puis c'était une usine aux États-Unis où finalement, je pense que tu avais comme 50 ou 75 ingénieurs qui géraient la shop au complet. C'était des robots partout. Puis c'était juste des ingénieurs qui géraient qui géraient le floor plan. C'était rendu à ce point-là. Là. Tu n'as pas des humains en arrière qui font tous les petits morceaux. Puis on va le voir. C'est pour ça que j'ai mis aussi La par la visite. suite la fameuse vidéo de l'usine Fremont. Vous allez voir ce qui se faisait dans les années, je pense que c'est 80. Là, c'est assez fou mais ça vous donne déjà une idée de ce qui se faisait à ce moment-là, puis comment aujourd'hui ça peut être autant robotisé. Là, un peu comme dans l'automobile. Malgré dans l'automobile, il y a encore pas mal de gens qui circulent alentour, mais dans le domaine d'informatique, dans le cas d'Apple, je pense qu'ils ont poussé même deux, trois coches plus loin là, de ce côté-là. Là. Donc, c'était mon fameux marché monopsone. Pour vous dire que, bon, au niveau des usines d'Apple, pour faire le lien et le pont, euh, l'évolution depuis les années 80 des usines d'Apple, puis là, on a vraiment une photo d'une des usines d'Apple dans ces années-là. Euh, donc, Steve Jobs avait fait une visite au Japon, puis il avait été impressionné par la fameuse euh, façon de procéder qui était le Kanban, le Just-in-Time dans ces années-là, qui était vraiment nouveau pour les Mhm. Américains puis l'Occident. Et le domaine de l'automobile s'est intéressé à ça, le domaine électronique s'est intéressé à ça. Il y avait beaucoup de robotisation puis d'automatisation sur les lignes de montage. Puis les premiers Mac prenaient 26 minutes à construire à ce moment-là, dans Wow. les années 80. Euh, et Steve Jobs visait 27 secondes comme objectif, euh, avec un objectif ultime de 13 secondes par unité. Donc, c'était vraiment ça qui était la vision, même dans les débuts là, des Mac, du premier Mac qui a été releasé et les suivants. Euh, et il y avait dans ce temps-là des stations pour remplir finalement l'approvisionnement de façon à ce que la personne ne manque jamais de pièces pour être capable de produire à cette cadence-là. Et dans le temps, il utilisait des photos Polaroid qui prenaient une Hey, photo de la station, puis quand il voyait le niveau descendre, bien là, il y avait un approvisionnement qui se faisait automatiquement en fonction de la photo qui était prise. Donc, on est dans les premières méthodes de détection de seuil minimum à atteindre. d'intelligence artificielle ou presque, là. Ouais, c'est ça. Puis un assembleur devait tout le temps avoir à 13 pouces de lui
Ça, c'était la norme, là, selon ce qui avait été étudié dans les temps et mouvements. Là. À 13 pouces de toi, tu dois avoir toutes les pièces que tu as besoin pour être optimal dans ton travail. Là. Fait que c'est vraiment Oh. assez révolutionnaire dans ces années-là. On a-tu réussi à se rendre à 27 secondes? Je ne sais pas. Je ne sais pas si Ça l'histoire serait le bon, ça dit, serait fun de savoir. mais je ne serais pas surpris là, qu'on se soit rapproché beaucoup de ça. Là. Mais je pense qu'ils ont atteint le 27. Je ne sais pas s'ils ont atteint Mhm. le 13 ou le 17 là, par la suite. Là. Et dans ces années-là, Steve Jobs bon, était assez comment on dirait, Il euh, était stiff, il était sévère, il était intransigeant intransigeant. ouais, sur les couleurs. Tu sais, par exemple, il voulait s'assurer que les couleurs du logo, si vous vous souvenez, là, le fameux logo d'Apple avec les différentes lignes de couleurs, là, il fallait que les pièces d'équipement ou que les murs ou que certains éléments soient exactement la bonne couleur en fonction du logo. Fait que si c'était le jaune, il fallait que ce soit ce jaune-là. Si c'était le rouge, c'était ce rouge-là. Donc ça, c'était vraiment important. Au point où il n'acceptait pas qu'il y ait des machines beige, ce qui était livré par les fabricants. Par exemple, une machine pour assembler des pièces, ça arrivait, c'était beige. Lui, il demandait à ce que la machine soit d'une couleur différente. Et au point où il y a même un directeur d'usine qui a dû démissionner parce qu'il s'est dit, moi, Wow. ça n'a pas de bon sens. Il dit, il faut tout défaire la machine, il faut la peinturer, il faut toute la réassembler. C'est complètement débile, là, tu sais. Fait que lui, il n'était pas prêt à aller jusque-là, mais c'était ça les demandes. Et il demandait à ce que les murs, on peut voir les murs, les planchers, ce soit blanc. Il dit on devrait être capable de manger par terre, d'ouvrir notre lunch, de manger, même si on est dans une usine qui fait de la fabrication, il faut que ce soit impeccable. C'était vraiment ça qui était le modus operandi, là, sa façon de penser. Puis tu sais, dans les années subséquentes, là, même dans les années 2000, tu sais, quand tu achètes, c'est pour ceux qui ont déjà acheté un produit d'Apple, là, le, le plastique qui enveloppe le produit, là, quand il y en avait dans ces temps-là, si vous regardez, la ligne est vraiment centrée au milieu de la boîte. Là. Et ça, c'était unique. Il y avait juste Apple qui faisait ça. Chez d'autres compagnies, des fois, la ligne, on voyait que ça allait des fois un peu en haut, un peu en bas. Lui demandait à ce qu'elle soit vraiment au centre. Et ils avaient développé finalement les machines qui permettaient de sceller de façon parfaite en plein milieu le plastique au contour de la boîte. Le souci du détail poussé à C'est l'extrême. fou. C'est fou, Mais, fou, mais, mais, fou. mais, mais tu sais, je le disais à mes amis, tu sais, Apple, tu sais, il y a une équipe qui est en charge de chacun des aspects. Tu sais, je te donne un exemple aussi niaiseux. Tu fais comme, OK, ouais, la souris, elle coûte 90 pièces, mais voyons donc, tu sais. Puis là, tu t'étires le bras, puis tu mets la main sur la souris, puis là, tu fais comme, oh, OK, wow. Tu vis un orgasme en touchant la souris en disant, mais voyons donc, c'est quoi ce matériau-là? C'est donc doux. Ou Tu viens l'angle, pour, ou. ouais, Ouais. tu viens pour plugger ta souris, clic. Mais wow, que c'est ça, tu sais. Mais c'est des petits détails poussés à un extrême qui font que tu vis une expérience qui est en dehors de la réalité. Alors que, tu sais, dans le domaine des PC, on te prenait une boîte en métal carré, on sacrait tout dedans, mettait 4 vis, merci, bonsoir. Disant non, 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 on va aller plus loin dans nos affaires. Fait que ça m'explique un peu jusqu'où il était prêt à aller. Je pensais pas qu'il faisait ça avec les usines en plus. Oui, 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 non, non, il allait jusque-là, là, puis c'est pas vrai qu'il était juste en haut dans sa tour d'ivoire, puis non, non, il était sur le plancher, il allait voir ce qui se passait, puis si ça faisait pas son affaire, il le disait. Anyway, avant, tout le monde s'assurait que c'était pour être conforme. C'est qui donc? Je pense que c'était avec Google, à un moment donné, ou avec Microsoft, là, il y avait une présentation, puis le logo d'Apple, Steve Jobs s'en va à la pratique avant la présentation. Puis il regarde son logo au projecteur, puis il dit c'est pas les bonnes couleurs. Là, Hey, personne ne dit ben là, non, on non, va faire avec, là. c'est pas les bonnes Non, non, couleurs. non, Ça tu feras sort pas pas avec. comme il faut. Tu t'arranges pour que ce soit telle couleur, telle couleur, telle couleur. Sinon, moi, je présente pas. Là. Hey. C'était- Johnny, on a besoin d'un nouveau projecteur, puis ASAP. Ouais, ouais, c'est ça. Puis il faut calibrer, puis être sûr que c'est exactement la même couleur. Si Le rouge 488 et ouais, ouais, ouais. Ah ouais, fait que c'était assez fou. Donc, ça conclut la partie des usines. Puis, je pense que le but, c'était de faire un peu le lien aussi avec tout l'environnement concurrentiel. Des fois, on n'y pense pas, puis on se dit, bon, regarde, là, il y a juste 250 gigs dans ça, il n'y en a pas plus, c'est ci, c'est ça.
Mais des fois, il y a des raisons liées à ça. Puis ça peut être des raisons de production. Puis les compagnies ne nous disent pas toutes parce qu'à un moment donné, on ne finirait plus. Là, Mhm. il y a peut-être des produits où il y a une pénurie. Il y a peut-être des produits où le coût aurait été trop excessif. Puis finalement, personne ne l'aurait acheté. Exemple aussi niaiseux qu'une puce d'un 1 Tera prend 4 fois plus de temps à cause de la configuration de la machine. Puis, côté rentabilité production, tu fais comme OK, j'en produirai pas autant parce que de toute façon, X, Y, Z. Là, tu sais. C'est ça, c'est ça. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments à tenir compte pour, au bout du compte, faire des décisions, prendre des décisions, puis aller en production. Donc, je vous ai préparé un petit vidéo. Il n'est pas très long, mais il va vous montrer dans ces années-là là, les photos que vous avez vues, que je vous ai présentées d'usine, là, comment c'était. Puis je pense que ça fait le tour étape par étape de comment on faisait un assemblage. Fait que vous allez voir un peu comment, un, l'usine est propre. Deux, bon, c'est sûr que ce n'est pas à vitesse réelle dans le sens où on n'est pas en train de filmer pendant une journée de grosse production, là, mais ça vous montre quand même un peu à quoi ça ressemble dans ces usines-là, à quoi ça ressemblait dans ces usines-là, dans ces années-là. Là, c'est vraiment tiré des archives. Donc, on regarde ça ensemble. La, la musique des années 80. Oui. At Apple in Fremont, California, people and machines work together to build the highest quality personal computers in the industry. This facility combines state-of-the-art equipment with a skilled workforce to achieve manufacturing excellence. First, certified suppliers deliver high-quality material to the Apple receiving dock. Then, logistics personnel remove material from its shipping containers, count it, and place it in a storage bin called a tote. This material receives a bar-coded serial number, which is entered into an MRP2 inventory system. Part number, vendor number, PO number, and quantity are all bar-coded on the shipping bill. Ça roulait sur des Mac classiques. Là. Logistics personnel put enough material in each tote to adequately supply the assembly line. The raw material needed to build a Macintosh circuit board then moves toward the Automated Storage and Retrieval System, known as the ASRS. Il y a de plus en plus This d'usines qui sont rendues comme ça de nos jours. carousel system Oh oui. rotates to provide access to each tote. Totes move to the ASRS and are automatically inserted into the next available storage slot. The entire operation is monitored and controlled by Macintosh computers and trained personnel. When a request for material comes through, the ASRS selects the correct carousel and tote and delivers it to the pickup station. At this stage, the Automatic Guided Vehicle, or AGV, picks up the requested material. Then the AGV moves to the delivery location. Ils étaient dans le following the futur, black eux and autres. white Hein? tiles on the floor. Ça, les tuiles sont utilisées pour guider. Écoute, moi, je connais un paquet d'entreprises qui viennent de se rendre à ce niveau-là. Là. Ouais, puis là, on est en milieu des années 80 probablement. Ils étaient dans le voyage vers le futur, c'est clair. Je dirais fin 80, début 90 peut-être. Là. At the beginning of the assembly line, an operator loads a printed circuit board into a screen printer machine. The bare circuit board aligns to the assembly fixture using a video camera, which verifies known points on the board with a stored pattern in the machine. Then, solder, in the form of paste, presses onto the board through a brass stencil. Wow. This solder will later hold the electrical components in place.
Ils vont déposer ça, This tac, tac, screen tac, tac, un printing petit peu de operation chaleur is là-dessus. similar to creating silkscreen designs on fabric. Pick and place machines automatically inspect electrical components before placing them on the circuit board. A rotating tool head then places the parts on the top side of the board, where the solder paste was deposited. This process is known as surface mount technology. A skilled operator monitors the equipment to keep the machines filled with components and to ensure proper operation. Because of the various sizes and assembly requirements of the components, several different machines are used. Then, in an infrared oven, the solder paste melts or flows and binds the components to the top side of the board. This process is known as infrared reflow. The circuit board now flips over so that small components can be attached to the bottom side. The twin stations on this pick-and-place machine temporarily glue tiny components to the flip side of the board. One station glues, the other places. These components will be soldered to the board later in the assembly process. The circuit board is subjected to infrared reflow to harden the glue, and then it flips back to the top side. The operator enters a bar-coded serial number which is used for real-time data collection and tracking. A mechanical shuttle moves the circuit board across walkways so that people have access to all areas of the manufacturing process. The assembly line is designed in a U shape to conserve space, and that requires that the circuit board be turned 90 degrees to continue on its journey. Robots pick up components which are tedious to insert by hand. These parts are picked up from a specially designed feeder mechanism. Small components like these speaker connectors automatically present themselves to the robot arm for insertion. If a component does not fit in the first few tries, the robot will pick up a new one and retry the insertion. All parts that have wire pins or tabs that go through the circuit board are clinched from underneath to hold them in place. Imagine les cerveaux qui ont développé les machines en arrière. C'est fou, là. This eyelet setter or rivet press secures any large connectors which are located at the edge of the board and which need extra strength. Some large components have to be hand-placed. A computer user may plug additional circuit cards, such as memory or a communication modem, into these larger connectors. The circuit board now contains all of its components. An operator makes a final visual check to be sure that the board is ready for soldering and, again, enters the bar-coded serial number into the online quality information system. A wave solder machine does the final soldering. Here, the bottom of the board is first coated with solder flux. This substance prepares the surface so that the solder will adhere correctly. Molten solder at 470 degrees contacts the component leads and electrical circuit connections on the bottom of the board. Et puis tu veux pas, ça allait être trop creux, là. Ah non, c'est clair. Notice, the hot solder just touches the wire leads. The circuit board assembly is now complete. An operator trims any long component wires and visually inspects the board. Another operator now tests each circuit board
by putting it on a set of metal pins built into a tester. The tester exercises circuits and tells her whether the board is defective or good. Boards which pass the electrical test move into specially designed carts and go by truck to a nearby building on site. Il est beau short. Boards that fail stay behind for more tests. Using sophisticated diagnostic equipment, technicians isolate defective components and mark them with a red arrow. At another station, a skilled technician repairs or replaces the defective parts. The circuit board is then retested and sent on to the final stages of the assembly process, which we will see next. Meanwhile, a recreation area and fitness center are conveniently Comment c'est located plaisant à on travailler site. chez nous. Ouais. Whether on the shop floor or on the basketball court, teamwork is a key element to manufacturing excellence at Apple. Building 1, the original Mac factory facility, continues to be the center of production for the final assembly and shipment of Macintosh systems. Design for Manufacturability, or DFM, makes the assembly of a Macintosh computer simple and efficient. This operator easily installs the speaker assembly and the data cables for the disk drives. The disk drive mounting bracket, along with the floppy drive, inserts into the case. The hard drive snaps into place and the drive power and data cables are attached. C'était IBM qui faisait Next, les disques durs the dans le temps. operator installs the power supply for the computer, and the system is powered up to prepare for the first phase of testing. During this first C'est la phase, grosseur des cartes. test cards are temporarily installed to allow software to exercise all areas of the system. An operator monitors the testing and verifies that the system is running correctly. The test cards are removed, and the top of the case is snapped on. Operators audit a select number of completed machines to monitor the quality of the assembly process. And then, the machines move into a run-in tower, where software exercises them continuously for 24 hours. Des racks pour... Des When racks the de Mac. Macintosh systems leave the run-in tower, they return to the assembly line on an elevator. Now the computers go through their final system tests. Any dirt, dust, or fingerprints are carefully wiped away. Then, a process monitoring Macintosh reads and verifies test results stored on a diskette. The system software Mais je loads regarde automatically ça, into the là, completed machine's puis hard quand tu disk. t'en vas dans un génie, là, tu t'en vas dans une boutique à Apple, leur système de Next, test complet, an tout là, est operator encore là. verifies the Ben video oui, ben oui. image, and the completed system C'est vrai pour receives a d'autres compagnies permanent aussi. Là, serial là number. on voit Apple. Ouais, and on is bagged s'entend, for mais shipping. je reconnais une façon de fonctionner. If a system fails anywhere in the process, a conveyor takes it to a rework area. Il est habitué. Là. Here, a technician replaces any defective components and retests the system. Once the computers have passed all of their tests, operators begin the packaging process. Accessories such as a mouse, power cord, diskettes, and instruction booklets are packaged along with the Macintosh. A completed system and accessory kit automatically insert into a shipping box. Tape applicators seal the top and bottom.
and the boxes move along a conveyor. Then, they collect together on a cardboard sheet to form a shipping pallet. On ne réalise pas toutes les machines nécessaires. Là. A completed c'est fou. pallet is wrapped in plastic. The Là, on va plastic voir une wrapper famille protects the heureuse à la box fin de la and vidéo, je suis pas mal provides sûr. strength for the Sûrement, ouais. pallet. Il reste 40 secondes. A forklift moves the completed pallet into a waiting truck. When the truck is fully loaded, it leaves the manufacturing facility and drives directly to Apple distribution centers. Working together, people and machines have created a complete Macintosh computer in about 36 hours. Donc, c'était Mais le ils pont étaient que dans le je faisais. futur. Ah oui, c'est Ils fou. étaient Là. dans le futur parce que moi, c'est juste l'entreprise de ma conjointe qui travaille dans l'industrie de la création de camions. Elle travaille chez Packard. Oui, Puis oui. ils se sont automatisés avec des petits buggy qui suivent le sol, puis tout ça. Puis c'est tout récent, là. Tu fais comme, Ah oui, wow. Puis eux autres, années 80, non, on est déjà là. il y a ça. Non, c'est là qu'on voit la vision. Probablement que aussi, bon, dans ces temps-là, Apple s'est beaucoup endetté. À un moment donné, c'est devenu pesant. Là, puis ça dépend aussi de la capacité de production de ces compagnies-là. Là, c'est pas tout le temps évident. Là. Dans leur cas, il fallait qu'ils en vendent des millions pour que ça se rentabilise. Dans le cas des camions, tu n'en vends pas des millions à tous les années. Là. Non. Fait que c'est une autre game. Là.